Salut à tous. Nous sommes le dimanche 15 mars 2026 et notre cher ami Dave McLaughlin est avec nous. Bon retour parmi nous, Greg. Merci. Laisse-moi commencer, Ray, par ce qui s'est passé il y a seulement quelques heures. Tucker Carlson est sorti en disant que la CIA essaie de s'en prendre à lui. Ils essaient de le relier aux Iraniens, affirmant qu'il fait quelque chose en faveur du gouvernement iranien ici aux États-Unis. Voici ce que Tucker Carlson lui-même a rapporté à ce sujet. Incroyable. Il prépare une sorte de signalement criminel contre moi, un rapport de crime, destiné au ministère de la Justice sur la base d'un prétendu délit que j'aurais commis. Quel est ce crime? Eh bien, avoir parlé à des gens en Iran avant la guerre. Ils ont lu mes messages. Donc, le crime envisagé relèverait apparemment de la loi sur les agents étrangers ou quelque chose de ce genre. Agir en tant qu'agent d'une puissance étrangère. Je ne m'attends pas à ce que cela mène quelque part. Je ne suis pas trop inquiet à propos d'une véritable affaire criminelle contre moi, pour plusieurs raisons. D'abord, je ne suis pas un agent d'une puissance étrangère. Contrairement à beaucoup de personnes qui commentent la politique américaine et les affaires mondiales, je n'ai qu'une seule loyauté, et c'est envers les États-Unis. Et je n'ai jamais agi contre eux. Ces intérêts sont les seuls qui m'importent, parce que je viens d'ici et que j'ai beaucoup d'enfants. Donc, ce n'est pas un problème. Je n'ai jamais accepté d'argent de qui que ce soit. J'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. Et c'est vérifiable. De plus, mon travail consiste à parler à tout le monde en permanence et à essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est littéralement ce que je fais pour vivre. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter, ni de penser que je devrais le faire. Je suis aussi américain. Je peux parler à qui je veux. Je n'ai aucun secret à révéler. Donc, sur le plan juridique, je trouve cette affaire absurde et je doute même qu'elle en devienne une. J'aborde ce sujet pour plusieurs raisons et elles sont assez évidentes. La première, c'est que les pays ont tendance à devenir plus autoritaires en temps de guerre. C'est dans la nature même de la guerre. Des gens meurent, les enjeux sont élevés, les émotions atteignent un paroxysme. Par conséquent, il y a beaucoup moins de tolérance pour toute forme de dissidence à l'intérieur du pays. L'ironie, bien sûr, c'est que les États-Unis mènent des guerres au nom de la liberté, mais qu'il y en a toujours moins ici pendant la guerre. C'est un phénomène largement reconnu et il est probable qu'il se reproduise aujourd'hui. Ray, quelle est ta compréhension de cette affaire contre Tucker Carlson? Ça semble tellement stupide s'ils vont dans cette direction. Pourquoi doivent-ils aller aussi loin? Ils savent qui est Tucker Carlson, l'importance de Tucker Carlson, et les personnes proches de lui, comme, je dirais, Candace Owens, beaucoup de gens qui ont soutenu Donald Trump, Marjorie Taylor Greene. Ces personnes ne sont pas contentes de la guerre, mais on dirait que ça devient personnel. En ce moment, ils s'en prennent personnellement à Tucker Carlson et à ces gens-là. Quelle est ta compréhension de tout ça? Eh bien, d'abord, Nima, laissons tomber tout ce jargon juridique. Je veux dire, légal, illégal, peu importe. Trump a dit que sa seule contrainte, c'est sa propre morale, quoi que cela veuille dire. Et il n'a aucune patience pour le droit international. Nous avons vu ce que l'ICIR a été autorisé à faire, en violation flagrante du 4e amendement de notre Constitution, entre autres. Donc, illégal, schmillégal. Pourquoi s'en prennent-ils à Tucker? Eh bien, tu sais, toi et moi pourrions nous dire que bon, ils s'en sont pris à beaucoup de gens, et maintenant ils s'en prennent à Tucker. Ils ne s'en prennent pas à moi. Enfin, peut-être qu'ils vont finir par s'en prendre à nous. Si tu vivais par ici, ils s'en prendraient à toi aussi. Je veux dire, c'est simplement ainsi que fonctionnent ces régimes,
quand ils ont peur, quand ils ont perdu, comment dit-on de nos jours, quand ils ont perdu le récit. Maintenant, laisse-moi juste prendre un peu de recul. Je trouve un grand réconfort, ou peut-être une meilleure compréhension, chez des auteurs du tiers-monde qui ont une vision du monde complètement différente de celle avec laquelle j'ai grandi. Certes, cela remonte à un certain temps, mais c'est encore très présent dans notre société. Je veux lire 2 courts paragraphes d'un auteur nommé Femi Akamalafi, du Pan-African Digest, d'accord? From the Pan-African Digest, okay? Suddenly, he's talking about Trump and Hegseth. Soudain, il parle de Trump, de Hegseth et de ceux qui les entourent. Soudain, leur assurance commence à paraître étrangement fragile. Nous avons vu à la fois Trump et le lieutenant-général Hegseth s'effondrer en direct. Pourtant, sous le vacarme, on peut percevoir quelque chose de très familier, ou plutôt de très inhabituel, dans le récit occidental de la guerre. L'incertitude. L'incertitude. Vous voyez, le problème n'est pas seulement militaire, il est civilisationnel. L'Occident a passé la plus grande partie de 5 siècles à se convaincre qu'il représentait l'apogée de l'évolution humaine. Madeleine Albright a dit « Nous ne sommes pas seulement exceptionnels, nous sommes indispensables ». Je crois qu'elle le croyait vraiment. D'accord. Je termine mon commentaire et je conclus. Citation. C'est la même civilisation qui a colonisé la moitié de la planète et réduit des millions de personnes en esclavage, qui a découpé des continents en États artificiels, pillé les ressources de la Russie, pillé les ressources avec une efficacité industrielle, puis écrit des livres pour se féliciter d'avoir apporté la civilisation au même peuple qu'elle exploitait et massacrait. Eh bien, vous savez, c'est ainsi que les États-Unis apparaissent à la plupart du reste du monde. Et si une preuve supplémentaire était nécessaire, regardez cette guerre d'agression injustifiée. Guerre d'agression a un sens précis selon les procès de Nuremberg, contre l'Iran, avec Israël, bien sûr. Sur un ton plus léger, permettez-moi de citer un autre poète que vous connaissez tous, Rudyard Kipling. C'est court, c'est un peu comme, eh bien, le voici. It's short. It's sort of like, well, here it is. It is not wise for the Christian. Il n'est pas sage pour le chrétien blanc de chercher à duper l'asiatique brun, car l'asiatique sourit tandis que le chrétien s'irrite. Mais c'est l'asiatique qui finit par user le chrétien. Au terme du combat, repose une pierre tombale blanche portant le nom du défunt et l'épitaphe « Si gît un imbécile qui a tenté de duper l'Orient ». Eh bien, nous essayons maintenant de duper l'Orient. Nous avons mordu bien plus que nous ne pouvons mâcher. C'est désormais une affaire de civilisation, et cela aura des conséquences incroyables, comme ce que Tucker Carlson vient de suggérer. S'en prendre à lui. Pourquoi? Pour intimider le reste d'entre nous. J'habite ici. Vais-je être intimidé? Non, j'ai 86 ans. Je me fiche complètement de ce qu'il pourrait me faire, d'accord? Il y a beaucoup de gens plus jeunes. Presque tout le monde est plus jeune. Ils s'inquiètent de cela. Alors, ICE viendra-t-elle frapper à leur porte s'ils essayent de défendre Tucker? Eh bien, probablement, mais ils devraient le faire quand même. Nous devrions tous nous mobiliser et défendre Tucker. Non seulement parce que, au final, ils viendront ensuite pour nous, mais aussi parce que c'est la bonne chose à faire. Et Tucker, quoi que je pense de ses opinions passées, quoi que je pense de ses positions sur l'immigration et tout ce genre de choses, a compris que son devoir, sa vocation désormais, est de dire la vérité sur ce qui se passe dans le monde. L'Iran, la guerre contre l'Iran, est une guerre pour Israël, purement et simplement. Il n'a pas hésité à le dire. C'est une hérésie. Et est-ce que tu ferais intervenir la CIA, le FBI, les agents de l'ICE et la sécurité intérieure contre lui? Bien sûr que oui, parce qu'il faut mettre un terme à ce genre de choses. Malheureusement, il est trop tard. Nous sommes trop nombreux à être prêts à nous lever et je soutiendrai fermement Tucker, quoi que cela puisse signifier. Le problème, la tragédie,
c'est qu'ils pensent qu'en s'en prenant à des personnes comme Tucker Carlson, toi, et d'autres figures plus en vue dans ce combat contre le discours et la rhétorique de Washington, ils pourront d'une manière ou d'une autre faire tomber la partie de la société composée de ceux qui ont voté pour Donald Trump, de ceux qui ne voulaient pas de guerre sans fin. Et pourtant, la guerre a lieu malgré tout. Voici une vidéo de gens ordinaires. Des gens dans la rue qui parlent, protestent, manifestent leur rejet de la guerre. Voici la vidéo. Et ce type dit quelque chose qui m'a vraiment frappé, car depuis tout ce temps que nous parlons de mettre fin à ces guerres, il soulève un point très intéressant dans son argument contre la guerre au Moyen-Orient. Guerre en Iran. Pourquoi sommes-nous contre la guerre en Iran? Je veux juste savoir. Il n'y avait aucune raison pour la guerre en Iran. C'était une guerre de choix, ce qui, par définition, signifie que l'on tue des gens sans aucune bonne raison. Ils ne nous attaquaient pas. En fait, mes parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale et ont trouvé moralement répréhensible que des diplomates japonais se trouvent à Washington, D.C. lorsque Pearl Harbor a été attaqué. Ils trouvaient cela écœurant. Nous étions en retrait pendant qu'ils nous parlaient. Et maintenant, nous avons fait la même chose aux Iraniens. Nous étions en train de négocier avec eux et nous les avons attaqués pendant que nous leur parlions. Nous nous sommes comportés comme les Japonais fascistes des années 40. Oui. Ce n'est même pas une question de Tucker Carlson, de toi, ou des personnes qui ont les micros, celles qui ont au moins les médias pour s'exprimer. Ce sont des gens ordinaires dans la rue, mécontents de la situation, de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient. Le problème, tel que je le vois, Nima, c'est que nous avons un président délirant. Cela fait des mois que je dis qu'il n'est pas bien. Il a un secrétaire à la guerre, soi-disant, tout aussi délirant, et personne autour de lui pour le conseiller sur la voie qu'il emprunte. Maintenant, malheureusement, je suis un enfant de l'Empire, d'accord? Et malheureusement, tous les empires finissent par tomber. L'Empire romain, l'Empire britannique, ils tombent tous. En fait, comme le disait le poète que je viens de lire, ou l'auteur, ce sont exactement le genre de choses que font les empires. La question est de savoir à quelle vitesse ou avec quelle violence ils s'effondreront. Même Athènes est tombée, non? Donc ils tombent tous. Et nous voilà en train de regarder cela en temps réel. C'est étrange. Le seul salut ici, à mon avis, Nima, et je l'ai déjà dit, c'est toi, moi et d'autres personnes qui disons la vérité au peuple américain et l'inspirons comme nos ancêtres d'il y a plus de 250 ans, ont été inspirés à dire « Écoutez, nous devons reprendre le contrôle de la situation. Quoi qu'il en coûte, nous essaierons de le faire sans violence. Mais quoi qu'il en coûte, nous devons reprendre le contrôle avant d'être entraînés dans une guerre nucléaire catastrophique. Juste en dessous d'une guerre nucléaire. Eh bien, Nima, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça. Mais en y réfléchissant hier, il m'a semblé qu'un scénario plus probable qu'une guerre nucléaire serait une attaque sous faux drapeau, peut-être même ici, aux États-Unis, sur le territoire national, comme on l'appelle maintenant, et qui serait imputé aux Iraniens. Et ensuite le justifier, tout comme la recherche sur les armes nucléaires ou les prétendus liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, ce genre de choses, pour justifier l'usage d'armes nucléaires ou encore plus de violence contre l'Iran. En d'autres termes, c'est une pente glissante. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un pour freiner Trump. Maintenant, il y a différentes personnes qui se sont cachées, d'accord? En fait, j'ai demandé à un ami dessinateur de faire un dessin sur une brique de lait disant « Tulsi Gabbard disparu ». S'il vous plaît, si vous avez des informations concernant ceux qui auraient pu l'arrêter et la garder incommunicado, appelez ce numéro. Vous savez, j'aimerais que ce soit drôle. Où est-elle?
Well, I wish that were funny. Where is she? Now, as you probably know, there are Eh pretty bien, comme vous le credible savez probablement, reports il that existe des third rapports parties assez at the crédibles CIA, selon lesquels in sa other words, section de la the CIA, assessment en d'autres part, really termes, has la some partie chargée de l'évaluation dont elle a une certaine responsabilité, avait vu juste sur ce qui se passerait si nous attaquions massivement l'Iran, comme les Israéliens, et nous l'avons fait le 28 février. Eh bien, tout cela, c'est en quelque sorte réalisé maintenant. Va-t-elle revenir? Eh bien, elle doit revenir. Elle est légalement tenue de revenir ce mois-ci. Le Congrès est censé exiger un rapport annuel sur les menaces. D'accord? Et comme nous l'avons déjà dit, le rapport sur les menaces, à moins qu'elle ne change de position, à moins qu'elle ne soit toujours tenue au secret, dira, comme nous l'avons dit en 2007, qu'ils ont arrêté. Les Iraniens ont cessé de travailler sur une arme nucléaire en 2003, d'accord, et n'ont pas repris leurs travaux sur une arme nucléaire. Eh bien, va-t-elle dire cela? Je doute qu'on la laisse témoigner cette fois-ci. Où est-elle? I doubt they're going to let her testify this time. Where is she? I don't know. That speaks volumes. Je ne sais pas. Now, who's Cela en running dit the long. CIA? This guy, John, Alors, what's qui his dirige la name? CIA? Ce type John, comment s'appelle-t-il déjà? Ratcliffe. Qui est-ce? Eh bien, on sait qu'il est à peu près aussi grand sioniste que n'importe qui dans le monde. Lui et les gens qui l'alimentent, comme Rubio. Gardez à l'esprit que la CIA rend compte au président par l'intermédiaire du conseiller à la sécurité nationale. Qui est-ce? C'est Rubio. Oh, je pensais qu'il était secrétaire. Ah oui, il est aussi secrétaire d'État. Qui dirige tout ça? Ces gens très mal formés, aussi instruits soient-ils, issus des meilleures écoles. Tout comme au Vietnam, les meilleurs et les plus brillants. Regardez le monde. Il devient très dangereux. It's getting very dangerous. And the other thing I would say, I talked about. Et l'autre chose que je dirais, j'ai parlé des cartons de lait, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a un autre que mon ami, le dessinateur, a fait, et c'est Benjamin Netanyahou disparu, ancien ou intérimaire, maintenant Premier ministre d'Israël. Vu pour la dernière fois, blablabla, appelez ce numéro. Eh bien, j'ai repartagé ça. Et puis je me suis dit, peut-être qu'il est réapparu. Je ne peux pas dire s'il est apparu ou non. Je veux dire, avec l'IA et toutes sortes de rapports. Mais je sais qu'il n'est pas apparu hier, lors de leur conférence cruciale sur la sécurité nationale, qui était dirigée non pas par Netanyahou, mais par Katz, le ministre de la Défense. Donc il y a quelque chose de louche là-dedans. Je vais juste ajouter une phrase ici. Craig Murray, qui est l'une de mes références préférées pour résoudre ce genre d'énigme, dit « Écoutez, il n'y a aucune preuve réelle que Benjamin Netanyahou soit mort. Aucune preuve. Mais qu'un dirigeant disparaisse de la vie publique et ne veuille pas être vu parmi le peuple pendant une guerre en cours, c'est très, très étrange, à moins qu'il ne soit en train de perdre et qu'il veuille se cacher quelque part. » D'accord. Des paroles pleines de sagesse de la part de Craig Murray. Donc, deux personnes portées disparues. L'une qui pourrait peut-être aider à améliorer la situation. L'autre, mon Dieu, où est-il? Je pense qu'il est peut-être blessé. Sinon, pourquoi ne se montrerait-il pas, à moins qu'il ne se cache quelque part à l'étranger, de peur d'être repéré et éliminé quelque part en Israël par un drone iranien à guidage de précision? Ray, ce que tu as mentionné à propos de Tulsi Gabbard, je pense que lorsqu'on regarde le cercle rapproché de Donald Trump, J.D. Vance et Rubio, on peut voir une sorte de division entre J.D. Vance et Rubio en ce qui concerne la guerre au Moyen-Orient. J.D. Vance, après tout, semblait croire que cette guerre pourrait se terminer en 4 jours, peut-être une semaine. Mais au fil du temps et à mesure que le conflit se poursuit, il semble que J.D. Vance commence à prendre ses distances avec Donald Trump et des personnes comme Marco Rubio. Quelle est ta compréhension de J.D. Vance? Voici l'extrait où J.D. Vance parle de la guerre au Moyen-Orient. Laisse-moi simplement te le montrer. Le nouveau guide suprême de l'Iran a été blessé. Était-ce à la suite d'une frappe aérienne américaine?
Eh bien, ce n'est pas totalement clair en réalité. Je veux dire, c'est évidemment un environnement très chaotique là-bas. Les Israéliens frappent et bien sûr, les États-Unis visent un certain nombre de cibles. Donc, nous savons qu'il est blessé. Nous ne savons pas exactement à quel point, mais nous savons qu'il est blessé. Monsieur le vice-président, en ce qui concerne les frappes, les États-Unis apportent-ils des ajustements à leurs cibles afin d'éviter davantage de victimes civiles en Iran? Eh bien, tout d'abord, nous allons mener l'enquête à son terme. D'accord? Avant de faire quoi que ce soit, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé. Je ne pense pas que nous comprenions encore complètement ce qui s'est passé là-bas. Le président a été clair. Il veut que tout soit entièrement examiné. Et c'est ce que nous faisons. Monsieur le vice-président, le président a déclaré plus tôt cette semaine que vous aviez une divergence philosophique avec lui, que vous étiez moins enthousiaste au début de cette guerre. Est-ce vrai? Et quelle est votre opinion sur la façon dont elle se déroule? Eh bien, je pense que vous, les gars, encore une fois, j'ai déjà répondu à cette question plus tôt. Je suis désolé pour ça, Taylor. Vous avez déjà posé cette question. Lorsqu'on réfléchit à une décision majeure comme celle-ci, la manière dont le président prend ses décisions, c'est en parlant à beaucoup de gens. Évidemment, nous examinons différents aspects, diverses options, à quoi cela ressemble, comment atteindre nos objectifs, quels devraient être nos objectifs. Et je pense qu'il est important que le président des États-Unis puisse avoir cette conversation avec son équipe sans que celle-ci aille ensuite tout raconter aux médias américains. Donc, une partie de ce qui rend notre équipe de sécurité nationale si soudée, c'est que nous nous faisons tous confiance et que nous échangeons librement nos idées. J'aimerais que cela continue. Merci à vous. Prends soin de toi. Oui. Ray, quelle est ta compréhension de l'administration Trump à mesure que le temps passe concernant la guerre contre l'Iran? Eh bien, l'équipe du président se compose seulement de quelques personnes. Vance doit en faire partie parce qu'il doit être capable de dire les bonnes choses. C'est une équipe très soudée, fondée avant tout sur la loyauté de chacun envers Israël. Maintenant, en ce qui concerne J.D. Vance, il veut devenir président. Il a une décision vraiment difficile à prendre. Mon Dieu. Même le mouvement MAGA ne semble pas satisfait de cette guerre. Alors, que se passe-t-il si Vance s'engage à fond, à 100%? À mon avis, vu comment les choses fonctionnent à Washington, Vance est allé voir Trump et Trump l'a sermonné. Et Vance lui a dit « Écoutez, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez dire que je suis avec vous sur ce point. Mais dites aussi que nous avons quelques divergences philosophiques. » Or, Trump n'en a strictement rien à faire de ce qui se passera dans les prochaines années, car, espérons-le, il ne se représentera pas. Mais Vance, lui, veut le faire. Donc oui, je pense qu'il y a un accord. Si vous écoutez Trump, ce qu'il a dit relevait de la philosophie, mais ce n'était pas toujours complet. C'est exactement ce que Vance voulait qu'il dise. Je ne fais pas plus confiance à Vance que je ne pourrais le jeter. Regardez comme il a menti effrontément à propos de ces meurtres dans le Minnesota. Vance est peut-être capable de formuler une ou deux phrases mieux que Rubio ou Hegseth ou n'importe qui d'autre dans le coin. Trump lui-même, d'ailleurs. C'est un petit détail, remarquez. John Ratcliffe aussi, probablement. Mais vous savez, il est sans doute capable d'écrire un livre, ce que les autres ne sauraient pas faire. Et il veut devenir président. Donc cela explique un peu les choses. En ce qui concerne le président, il est tout simplement dérangé. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de me croire. Regardez simplement ce qu'il dit au jour le jour. Et j'ai pensé hier, quand il a fait appel à
Maintenant, à qui a-t-il fait appel pour aider à envoyer des navires de guerre afin de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert? Ah oui, c'étaient les Chinois. Écoutez, je ne peux pas faire ça tout seul. Envoyez vos navires et espérons-le, dit le président. Nous l'emporterons ici. Il n'y a aucun moyen pour eux de l'emporter. Oh, nous allons anéantir toutes ces batteries à AAA et tous ces sites de missiles près du détroit. Eh bien non, vous ne le ferez pas. Vous ne savez même pas où se trouve la moitié d'entre eux. Ils sont dans des grottes là-bas et ils disposent de missiles chinois très efficaces, capables de semer le chaos parmi les 700, certains disent 1000, navires à peu près coincés entre le détroit et, vous savez. Donc, il faut garder le sens de la mesure ici. La même chose est arrivée à Alice. Vous savez, l'Alice du Pays des Merveilles, vous vous souvenez? Oui. Je ne parle pas je parle d'Alice, parce qu'elle va voir la reine de cœur, et elle dit « Je ne peux pas croire ceci. Je ne peux pas croire cela », dit Alice. I can't believe that, says Alice. Can't you? Says the queen. Tu ne peux pas, dit la reine d'une voix pleine de pitié. Essayons encore. Prends une grande inspiration et ferme les yeux. Alice rit. Cela ne sert à rien d'essayer, dit-elle. On ne peut pas croire à des choses impossibles. Je parie que tu n'as pas beaucoup pratiqué, répondit la reine. Quand j'avais ton âge, je le faisais toujours une demi-heure par jour. Il m'arrivait parfois de croire jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Ce que Trump a pour lui, c'est les médias, qui n'éduquent pas le peuple américain. Mais lorsque les Américains verront qu'ils doivent payer 7, 8, voire 10 $ pour un gallon d'essence, peut-être qu'ils commenceront à se demander pourquoi. Pourquoi est-ce possible? Pourquoi dois-je faire cela? Et ils diront, « Oh, il y a une guerre. Pourquoi la guerre? » Eh bien, ce n'est pas clair. Nous n'avons aucun plan pour cette guerre. Et vous savez, nous pourrions même déployer des troupes au sol. Mais pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? Eh bien, certaines personnes ont dit qu'Israël est la raison de la guerre. Je veux dire, c'est Israël. Un titre disait, et c'est un sujet épineux. Je veux dire, Trump doit choisir entre suivre aveuglément, financer, soutenir, permettre un génocidaire et quelqu'un qui affame des gens à mort, et maintenant un auteur d'une guerre d'agression. Et pour mémoire, Nuremberg a défini que lorsque vous déclenchez une guerre d'agression, c'est le crime international le plus odieux, ne différant des autres crimes de guerre que dans la mesure où il contient le mal accumulé de l'ensemble. C'est une phrase lourde, mais réfléchissez-y. En d'autres termes, une guerre d'agression est le pire crime international. Pourquoi? Eh bien, il y a la torture. Vous avez toutes sortes d'effets incroyables issus de cette guerre, qui vont inévitablement de pair avec une guerre d'agression. Et la vérité, bien sûr, est la première victime, comme tout le monde le sait. C'est pourquoi je suis à la fois consterné et reconnaissant pour vos efforts, Nima, ainsi que pour ceux des autres invités de votre émission, qui rendent la vérité accessible, dans la mesure où les Américains le peuvent, avec leurs 2 emplois, leurs enfants à nourrir et tout le reste, pour parvenir à la véritable vérité. Cela m'amène à vous poser une question. Vous étiez récemment en Iran, et sans doute y avez-vous encore des contacts. Dans la mesure où vous pouvez en parler, comment percevez-vous ce que j'appellerais la résilience du gouvernement et des forces armées iraniennes face à des attaques assez lourdes, aussi lourdes qu'elles pouvaient l'être, de la part d'Israël et des États-Unis? Exactement. Ils se préparaient à ce moment parce qu'ils savaient que la guerre allait arriver. Ils sont totalement prêts, militairement et économiquement. Et beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'Iran devraient se souvenir de la guerre de 8 ans entre l'Iran et l'Irak. À cette époque, l'Iran produisait la majeure partie de la nourriture consommée dans le pays. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ils produisent 10 ou 12 fois plus que pendant cette guerre.
L'Iran ne dépend qu'à environ 10% des importations provenant d'autres pays. L'économie dépend à peu près à 10% des importations. Le pays produit sa propre nourriture et son eau douce ne dépend pas beaucoup du dessalement. L'économie est totalement préparée pour une longue guerre. Une longue guerre, je parle de plus de 8 ans. Je ne vois aucune forme de fragilité, ni au sein de l'armée, ni parmi la population. Vous savez, l'île de Kark a été attaquée par les États-Unis, comme l'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, depuis les Émirats arabes unis. Ils utilisaient des HIMARS pour frapper des cibles sur l'île. Et aujourd'hui, on peut voir des images d'un port qu'ils appellent Ganavi, dans le sud de l'Iran. Là-bas, les gens essaient de partir, non pas pour quitter le pays, mais pour se rendre sur l'île afin de la défendre. Beaucoup de gens. J'ai été stupéfait de voir cela. Non, ils ne savent même pas à quoi ils sont confrontés. Ce sont simplement des gens, Woodson. Mais Jean Woodin, And that rescue. exactement. Vous savez, on ne voit pas ce genre de résilience dans un pays qui, soi-disant avant le début de la guerre, était rempli de gens totalement opposés au gouvernement. Ils disaient « Allons-y, attaquons simplement l'Iran et ils renverseront le gouvernement. Ils feront le gros du travail pour nous. » Mais ce n'est pas ce qui se passe. Parce que le pays était préparé pour ce moment. Même la branche analytique de la CIA et de la communauté du renseignement avait averti Trump de cela au moins 2 semaines à l'avance, mais il a rejeté l'avertissement. C'est donc de l'hubris impériale sous stéroïdes. Il y a aussi un aspect humain ici, et je me demande ce que vous en pensez. Vous savez, j'essaie de me mettre à la place des dirigeants iraniens, disons même du professeur Morandi, d'accord? Vous avez mentionné cette guerre, celle de 1981 à 1989, où nous avons aidé les Irakiens, même avec les précurseurs d'armes chimiques qui ont tué entre 400 000 et 500 000 Iraniens au combat. Le professeur Morandi a été blessé pendant cette guerre. Il sait ce qu'est une guerre. Il n'y a personne à la Maison-Blanche, ni au Pentagone, qui sache ce qu'est une guerre de ce genre. Et l'autre facteur humain, c'est que nous avons un nouveau dirigeant suprême. Où est-il? Eh bien, cette fois, je pense que nous savons où il est. Il est probablement dans un hôpital ou une clinique. Il semble qu'il se trouvait dans la maison où l'ayatollah Khamenei avait insisté pour rester, même si des personnes que nous connaissons y sont allées et savaient où elles se trouvaient. Et il a décidé de continuer à travailler, car il ne voulait pas être soigné ni bénéficier d'une protection supplémentaire par rapport à ce qu'un citoyen ordinaire de Téhéran recevrait. Et c'est ainsi qu'ils l'ont tué. Alors, quel est mon propos? Était-il seul? Non, il y avait des gens qui ont décidé de rester avec lui. Ce n'est pas comme si Khamenei avait dit « Oh, venez donc, j'aimerais avoir plus de martyrs. » Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient le prendre, et je crois qu'ils s'attendaient pleinement à devenir un martyr. Je pense qu'il savait parfaitement que sa précieuse vie serait bien plus utile à la cause, à la révolution, si elle s'arrêtait à 86 ans. J'ai 86 ans. Je crois comprendre comment il a pu voir les choses, vous savez. Parfois, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, il était prêt à le faire. Maintenant, a-t-il dit « Oh, s'il vous plaît, mon fils, ma belle-fille, petit adolescent, venez avec moi, allons au paradis. » Non, il ne l'a pas dit, bon sang. Ils ont choisi d'être avec lui. Ils ont choisi d'être des martyrs, d'accord? Et maintenant, qu'en est-il du nouveau Khamenei? Qu'en est-il du nouveau guide suprême, du nouvel ayatollah? Eh bien, il a été blessé, apparemment. Et va-t-il bien? Il va aussi bien que possible. Il se remet de ses blessures, j'imagine. Ils n'en font pas toute une histoire, mais ils l'ont élu. Maintenant, pourquoi l'aurait-il élu?
Eh bien, je pense qu'ils l'ont élu à cause de ce qu'il a personnellement traversé. Maintenant, est-il probable qu'il en soit affecté émotionnellement? Eh bien, c'est un être humain, non? Ils ont tué son père, ils ont tué sa femme et ils ont tué son fils adolescent. Je pense qu'il pourrait être un peu plus enclin à aller jusqu'au bout, à honorer l'exemple de son père et à devenir lui-même un martyr si nécessaire, mais à rester fidèle à la cause. Et le problème, c'est que les citoyens américains ont été tellement conditionnés à détester les Iraniens. On peut détester les Iraniens encore plus qu'on ne déteste les Russes aujourd'hui. Et quelles en sont les raisons? Eh bien, les raisons sont que les Israéliens détestent les Iraniens et qu'on est censé les détester tout autant. Les Israéliens ont peur des Iraniens. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont 93 millions et qu'Israël ne peut pas. Imposer sa volonté à d'autres endroits du Moyen-Orient si les Iraniens interviennent en disant « Non, ne faites pas ça. Alors, débarrassez-vous d'eux. » Eh bien, ça a marché en Irak. Pas vraiment. Que se passe-t-il en Irak aujourd'hui? L'ambassade a été touchée par un missile. Espérons que les Américains ont déjà évacué. Mais cette fichue ambassade a coûté $1 milliard à construire pour Gaza. C'était un vestige si insensé de l'impérialisme. Les chiites étaient en pleine ascension. Tout le monde le savait. Les gens sensés, pas forcément des experts de l'histoire iranienne ou musulmane, savaient que cette ambassade, ces milliards de dollars, ne valaient vraiment pas le prix. Donc Bagdad est désormais largement dirigé par des chiites, si je comprends bien. C'était la majorité de la population depuis le début. Que Petraeus, le général Keane et tous ses savants aient compris cela ou non, ils ont certainement perpétré un grand mensonge envers le peuple américain. C'était à l'époque, d'accord? Maintenant, le principal point à retenir ici, c'est qu'ils sont toujours à la télévision. Ils continuent de promouvoir, quoi déjà? Ils continuent de promouvoir des mensonges, des contre-vérités, du genre que même Alice au Pays des Merveilles trouverait incroyable. Eh bien, même s'ils les répètent 6 fois avant le petit déjeuner, bref, qu'ils y croient ou non, ils sont toujours là. Ce que j'essaye de dire, c'est que personne n'a été tenu pour responsable. Alors, et maintenant? Eh bien, les gens qui regardent Fox News, qui a encore, à ce qu'on me dit, une assez bonne audience, croient ce qu'ils y voient. Et ça va être terrible. Ce sera un réveil brutal de découvrir la vérité dans seulement quelques semaines, parce que Trump doit faire quelque chose avant les élections de mi-mandat. Ce que je crains, c'est qu'ils permettent aux Israéliens de monter une opération sous faux drapeau, peut-être même ici, aux États-Unis. Peut-être qu'ils en informeront des gens comme Stephen Miller, ou peut-être pas. Ou peut-être qu'il l'apprendra et détournera le regard. Mais cela pourrait être vraiment énorme. Cela pourrait mobiliser les gens comme l'a fait le 11 septembre, à l'époque du 11 septembre. C'est ma principale inquiétude en ce moment. Hier, c'était qu'en situation d'extrême urgence, Netanyahou utilise une arme nucléaire, ou même que Trump approuve l'utilisation d'une arme nucléaire. Donc nous en sommes maintenant à l'extrême. Les 2 prochaines semaines vont montrer que, comme tu l'as si bien souligné, les Iraniens se préparent à cela depuis 40 ans, bon sang. Ils ont tout organisé. Ils sont capables de supporter des pertes. Mais écoute, quand j'en parle, les gens ne se rendent pas compte. Enfin, 93 millions. Ça paraît énorme, non? Oui, ça paraît. C'était combien l'Irak? Eh bien, je leur dis ce qu'était l'Irak. Et puis je me souviens. Ah oui, tu te souviens quand on cherchait ces armes de destruction massive en Irak, celles dont mes anciens collègues ont menti en disant qu'elles s'y trouvaient? Je me souviens du secrétaire Rumsfeld passant à la télévision au Pentagone et disant « Écoutez, vous ne vous rendez pas compte, l'Irak a la taille du Texas, bon sang. »
is the size of Texas, for God's sake. It's the size of Texas. And so give us some time. C'est grand comme le Texas. We'll find him. Alors laissez-nous un peu de temps. Cela ne fait que quelques mois. Nous le trouverons. Nous le trouverons. Et quand le chef de l'analyse d'imagerie, c'est l'unité qui examine toutes les images sophistiquées, j'allais dire la photographie, mais ce n'est pas seulement de la photographie, c'est de l'imagerie, du radar, de l'infrarouge, quelque chose qu'on appelle le multispectral. Et cela existe depuis 30 ans. D'accord? Quand cette unité a été intégrée à cet endroit, qui faisait autrefois partie d'une structure indépendante, appelée le Centre national d'interprétation photographique, dirigé à l'époque par une CIA relativement indépendante. Cela a été transféré au Pentagone en 1996. James Clapper est alors devenu le chef de ce groupe d'analyse d'imagerie. James Clapper became the chief of that imagery analysis group. So the Pentagon is in charge not only of the targeting. Ainsi, le Pentagone est responsable non seulement du ciblage et du routage de ces satellites, mais aussi de l'examen des données recueillies. In his memoir, Maintenant, qu'a dit Clapper dans ses mémoires à propos de la découverte ou de l'absence de découverte d'armes de destruction massive en Irak? Il dit, et je cite, que le vice-président Cheney exerçait une forte pression sur eux pour qu'ils trouvent des sites d'armes de destruction massive. Ils ont donc identifié 120 sites possibles, mais n'ont trouvé aucune arme de destruction massive. Et donc, je cite, « Nous avons trouvé des choses qui n'existaient pas vraiment. » Et il ajoute qu'il assume une part de responsabilité, car il dirigeait cette unité. Autrement dit, ils ont trouvé des choses qui n'existaient pas vraiment. that unit. So they found things that weren't really there. So this just by way of saying that the Pentagon has Donc c'est juste pour dire que le Pentagone a la main mise sur tout ce type de renseignements, les meilleurs qu'on puisse obtenir. you can get. Et qui dirige le Pentagone? Un type nommé Hank Seth. Même s'il a une mâchoire à la Dick Tracy et une allure de dur à cuire, il ne sait absolument rien de rien. And you know, Et tu sais, quand il affiche de l'optimisme, de la résilience ou quoi que ce soit d'autre depuis le Pentagone, c'est du cinéma. Parce que, comme je le souligne maintenant, il y a eu un changement. C'est une réaction, désormais. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient faire. Nous avions prévenu, nous, les analystes qui connaissions l'Iran, qui savions à quel point il était improbable qu'un changement de régime découle de tout cela. unlikelihood of any regime change coming from this. We're right. And will they be sought after for advice now? Nous avons raison. Et seront-ils désormais sollicités pour donner des conseils par ce que nous pourrions appeler, disons, le gang des quatre? Je réfléchis à voix haute. Trump, Vance, Rubio et Hegseth. Peut-être Ratcliffe de la CIA dans un rôle de soutien, pour ainsi dire. Eh bien, tant que cela reste un gang des quatre versions Hegseth et qu'ils pensent devoir se plier à ce que Netanyahou, mort ou vif, veut, de vrais ennuis se profilent. À moins que, enfin, je ne sais pas. Je disais autrefois, à moins que quelqu'un de sensé, il y a quelqu'un de sensé, Tulsi Gabbard, si on la laisse sortir de là où on l'a mise. Peut-être qu'il y a encore un peu d'espoir. Mon espoir s'amenuise rapidement. My hope is quickly diminishing. Ray, yesterday we've learned from Semaphore Ray, that Israel hier nous avons appris par sémaphore qu'Israël manquait cruellement d'intercepteurs. L'un des responsables américains l'a confirmé aux médias. Mais aujourd'hui, The Times of Israel a publié un article affirmant que non, ce n'est pas le cas. Nous ne manquons pas d'intercepteurs. Mais tu sais, en laissant de côté tous ces rapports et en regardant la bataille d'aujourd'hui, on peut voir les frappes que subit, par exemple, Tel Aviv, ainsi que toutes ces bases en Israël. On n'en voit pas tant que ça. Ce n'est pas seulement une question d'intercepteurs. Il s'agit aussi des radars de la région qui ont été détruits. C'est un ensemble, un système de défense en réseau. Ce n'est pas seulement une affaire d'intercepteurs. Mais ont-ils une sorte de stratégie pour faire face aux difficultés auxquelles Israël serait confronté, je dirais à court terme, dans un délai assez bref? Parce qu'il ne semble pas que... Eh bien, vous avez mentionné Netanyahou. Personne ne sait où se trouve Netanyahou en ce moment,
ni qui dirige réellement la situation en Israël. Mais supposons que Netanyahou soit en Allemagne, par exemple, essayant de gérer la situation en Israël. Quelle est leur stratégie à long terme? Parce qu'au fil du temps, on voit Israël simplement se faire frapper par ces missiles. Et Israël est un petit pays, c'est pas très grand. La population n'est pas très nombreuse, pas très importante. Et nous devons voir quels sont les effets, quelles influences la société israélienne ressent et comment elle souhaite façonner sa stratégie au fil du temps. Nous savons que les Iraniens ne sont pas disposés à négocier un cessez-le-feu et qu'ils visent quelque chose de plus vaste que cela. Vous savez, l'un des généraux iraniens a déclaré hier « Pas de base américaine au Moyen-Orient ». Il semble que l'avenir du Moyen-Orient se dessine sans base américaine. Et il ne parle pas seulement d'Israël. Il parle aussi de tous ces États arabes du Golfe Persique. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle de la guerre? Il y a 3 semaines, j'aurais ri. Pas de base américaine au Moyen-Orient. Laisse-moi rire. Et maintenant, c'est presque une réalité. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Vladimir Poutine, le deuxième jour de la guerre, a appelé tous ses dirigeants arabes, tous les Arabes du Golfe, et leur a dit « Comment comprenez-vous ce qui se passe ici? Certaines des bases que vous hébergez, vous attendez-vous vraiment à ce que les États-Unis puissent les défendre? Réfléchissez-y. Je vais raccrocher maintenant. Mais pensez à savoir si vous avez fait une bonne affaire avec les États-Unis, parce qu'ils ne semblent pas très bien les défendre en ce moment. » Et puis Lavrov, le lendemain. Quel maître. Je suis content que Poutine l'ait convaincu de rester après l'âge de la retraite. Mon Dieu, il est presque aussi vieux que moi, non? Lavrov. Alors il est assis là, avec ses grands dirigeants arabes, de grands dirigeants arabes corpulents, vous savez, dans les États du Golfe, autour d'une table. Et il se tourne vers eux et dit « Permettez-moi de citer une vieille expression bédouine. N'avez-vous pas appris qu'il est impossible de monter 2 chameaux en même temps? » Eh bien voilà. À mon avis, les États du Golfe, aussi douloureux que cela puisse être, de sortir de leur paradigme consistant à dépendre des États-Unis, à acheter des armes américaines et ainsi de suite, et en retour à être défendus. C'est terminé, me semble-t-il. Maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe en Israël, le grand facteur est, je ne sais pas, peut-être que certains le savent, mais les Israéliens ont été vraiment efficaces pour censurer toute information qui en sort. Aujourd'hui, il existe des satellites capables de nous montrer une partie des dégâts survenus là-bas, mais les citoyens israéliens perçoivent cela comme une menace existentielle. Et c'est ce qui me fait vraiment réfléchir. Netanyahou, s'il est encore en place, ou les personnes qui dirigent Israël semblent avoir endoctriné le public israélien encore plus efficacement que le public américain ne l'est actuellement, en lui faisant croire qu'il faut aller jusqu'au bout de cette affaire. Alors, quelle carte Israël a-t-il en main? Eh bien, il y a les attaques sous faux drapeau, et je pense que c'est là-dessus que nous devrions concentrer notre attention. Je pense que la sécurité intérieure et le FBI devraient être extrêmement vigilants et non corrompus, afin d'empêcher réellement une telle attaque. Oui, c'est drôle, n'est-ce pas? Que des gens comme Stephen Miller puissent faire pression sur Kash Patel pour qu'il détourne le regard d'une attaque falsifiée venant d'Israël. Eh bien, Kash Patel a détourné le regard de beaucoup d'autres choses, non? À propos de l'affaire Epstein et ainsi de suite. Donc que cela se produise ou non, ou qu'en cas d'extrême urgence, et je pense que les Iraniens me paraissent très perspicaces, très gradualistes, je crois qu'ils pourraient avoir la capacité de causer beaucoup plus de tort à Israël qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Je pense qu'ils doivent être prêts si Israël décide de lancer 1 ou 2 armes nucléaires.
Je ne sais pas si le renseignement iranien est assez bon pour savoir où elles se trouvent ou comment les prévenir. Iranian intelligence is good enough to know where they are or how to preempt that. But it's getting pretty much out of. Mais la situation devient pratiquement incontrôlable. Et donc, nous avons ici les Russes. Que se passe-t-il? Le 9 mars, Trump appelle Poutine. Et il est clair que Trump a pris l'initiative, ce qui bien sûr est très significatif. Il dit, vous savez, nous nous sommes retrouvés dans cette situation ici. Pouvez-vous nous aider? Et Trump dit plus tard que Poutine veut vraiment se montrer utile dans cette affaire. Eh bien, qu'a dit Poutine à Trump? Je pense qu'il lui a exposé les faits bruts sur la stupidité dont il a fait preuve en lançant cette attaque. Et je soupçonne, et c'est une spéculation, la plupart de ce que je dis, j'espère, repose sur des faits. Mais là, c'est une spéculation, d'accord? Si j'étais Poutine, j'aurais dit, Monsieur Trump, nous savons que les Iraniens étaient prêts à conclure un accord le 26 février. Nous savons que le médiateur de cet accord se sentait si proche d'atteindre une résolution pacifique. Ils se sont envolés immédiatement pour Washington et ont parlé au vice-président Vance, puis ils ont parlé à une journaliste de CBS. Comment s'appelle-t-elle déjà? Margaret Brennan. Je veux dire, ils voulaient que ça se sache, non? En quelques heures. En quelques heures, l'attaque a été lancée. Par qui? Oh, par Israël. Israël? Eh bien, nous avons le secrétaire d'État, qui est aussi le conseiller à la sécurité nationale, disant, eh bien, oui, les Israéliens. Maintenant, c'est vraiment important. Essayez de bien comprendre cela, s'il vous plaît. Je sais que vous savez. Alors Rubio se lève et dit, eh bien, oui, voilà comment ça s'est passé. Les Israéliens nous ont dit, nous allons simplement attaquer l'Iran. Et nous avons pensé, oh mon Dieu, peut-être que les Iraniens vont riposter contre nous aussi bien que contre les Israéliens. Attendez une seconde. Si j'avais été le secrétaire d'État, comment aurais-je réagi? Je pense que j'aurais dit, vous êtes fous, ne faites pas ça, pour l'amour de Dieu. Parce que si vous le faites, nous nous retirons. Eh bien, pourquoi Rubio n'a-t-il pas dit ça? Parce que Rubio fait partie de ces politiciens qui pensent que Netanyahou est, vous savez, le meilleur et que Trump fait bien de le suivre. Alors, qu'a dit Rubio? Il a déclaré à la presse le lendemain que c'était un peu difficile parce que les Israéliens avaient pris les devants et que nous avions ensuite peur que les Iraniens ripostent contre nous, ce qu'ils ont bien sûr fait. C'était après coup, vous voyez, parce que les États-Unis s'étaient engagés dans la mêlée. Donc, quand les gens se demandent pourquoi il y a un certain doute quant à la raison, eh bien, comme je le disais, un auteur que j'ai lu hier avait un titre très malin. C'est à propos d'Israël, idiot. Je veux dire, c'est 90% de l'explication. Et le fait que cette dévotion servile envers les sionistes, envers Netanyahou et sa coterie, ait permis à Trump et à d'autres de se détacher complètement des calculs froids, comme le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole, voire l'anéantissement d'Israël. Comment ont-ils pu faire cela? C'est un état d'esprit que j'ai du mal à comprendre. Mais je l'ai vu désormais, et je pensais que cela ne se reproduirait pas après ce qui s'est passé en juin dernier. Quand Netanyahou a dit « Eh bien, s'il vous plaît, Monsieur Trump, pourriez-vous demander une pause, s'il vous plaît ?» Une pause. Vous savez, il n'a pas demandé de pause. Que s'est-il passé entre-temps? Pas grand-chose. Maintenant, on peut croire à des choses impossibles, comme la reine de cœur essayait de convaincre Alice au pays des merveilles de le faire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'espère, enfin, j'aimerais dire que je m'y attends, mais je vais dire que je m'attends à ce que le peuple américain, ne serait-ce que parce qu'il ressentirait la douleur économique de devoir conduire avec l'essence à $10 le gallon, si cela monte aussi haut, finissent par retrouver la raison et disent « Rappelez-moi encore, quelle était la menace que représentait l'Iran pour les États-Unis? Expliquez-moi cela encore une fois.
Est-ce qu'on se souvient d'avoir vu? Non, c'était vraiment juste un feu de paille. Les médias ont gardé cela sous silence, avec Rubio admettant très clairement que nous avons agi ainsi parce qu'Israël avait frappé le premier. Et bien sûr, ce qui est vraiment triste, c'est qu'un accord était à portée de main. Maintenant, je ne connais pas les détails de la flexibilité ou des concessions, le mot utilisé, concession, que les Iraniens ont montré à Genève le 26 février. D'accord? Mais je sais que le médiateur qui a géré cet échange, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, pas un amateur lui non plus, a pris son propre avion. Bon sang, ils ont leurs propres avions, ces types. D'accord? Donc, il a pris son avion, est allé à Washington pour parler au vice-président, parce qu'il y avait peut-être un peu d'espoir avec le vice-président. Et ensuite, il a dit à Margaret Brennan, « Écoutez, les Iraniens avaient conclu des accords, avaient fait des concessions. J'en étais stupéfait. Cela concernait l'enrichissement et le stockage du matériau hautement enrichi, blablabla, et la mise en place d'inspections, peut-être même d'inspecteurs américains pour la première fois. On était si proches. Et vous savez, je ne... Je ne sais pas ce que Witkoff et Kushner ont dit au président. S'ils ont dit la vérité au président, alors ils ont simplement été désavoués par le gang des quatre, d'accord? S'ils ont menti, s'ils ont dit « Monsieur le Président, l'Iran n'a montré aucune flexibilité », ne croyez pas le ministre omanais des Affaires étrangères qui a transmis des messages dans les deux sens et a simplement parlé à Margaret Brennan. Je ne sais pas laquelle de ces versions est vraie, mais dans tous les cas, c'est vraiment, vraiment grave. Les personnes qui dirigent cette affaire ne sont pas seulement incompétentes, elles restent encore esclaves de l'espoir sioniste d'obtenir l'anéantissement de l'Iran. Même si mes collègues analystes militaires affirment qu'en ce moment, contrairement à ce que prétend Trump, c'est l'une de ces choses impossibles qu'il a dites. Nous ne disposons pas d'un stock illimité de missiles, et ainsi de suite. Eh bien, il n'existe pas vraiment de réserve illimitée. Il y a une réserve limitée, et elle s'épuise. Même s'ils les ont retirés de Corée du Sud et du Japon, ils ne disposent que d'un certain nombre de missiles. Et les fabricants d'armes aux États-Unis sont là pour l'argent, pas pour assurer une véritable posture défensive. Il suffit de voir que les F-35 manquent actuellement de pièces. Même ce ravitailleur attendait. Comment appelle-t-il ça déjà? Des mises à jour logicielles. Eh bien, est-ce pour cela qu'ils se sont percutés? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un vrai désordre. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la vérité. Et il est impossible de croire aux mensonges, surtout si l'on essaie de le faire 6 fois avant le petit déjeuner. Et merci, Nima, pour ta contribution. Et pour faire éclater la vérité, je crois que c'était sur votre plateforme que j'ai récité un poème de Dan Berrigan, mon vieil ami, qui, dans un sens plus large, parlait de la façon dont certaines personnes se dressent, d'autres marchent, et d'autres encore ne s'arrêtent jamais. Un ami iranien très proche, qui vit maintenant aux États-Unis, a écrit un autre poème, aussi court que celui de Berrigan. Je ne sais pas si nous avons le temps que je le lise, ou si le temps nous échappe ici. Mais, avec votre permission, j'aimerais le lire, car il a à voir. Eh bien, il a à voir avec ce que nous savons maintenant, que Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, était personnellement responsable de la levée des restrictions. C'est tout un bureau conçu pour s'assurer que la liste des cibles en Iran et ailleurs soit mise à jour avec les informations les plus récentes disponibles. Apparemment, celle que la marine a reçue pour tirer ses Tomahawks, je ne savais pas que c'était une école de filles depuis 2016.
Je ne savais pas que les Iraniens avaient bouclé cette propriété et installé des aires de jeu pour que tout le monde sache qu'elle ne faisait plus partie de l'installation du corps des gardiens de la Révolution. Et que Pete Hegseth avait supprimé l'unité de sécurité qui comptait des personnes dans toutes ces chaînes de commandement disant « Attendez une seconde, avant de tirer ce Tomahawk, laissez-moi voir cette liste de cibles. Oh, attendez une seconde. C'est une école de filles, bon sang. Hegseth, qui a anéanti, supprimé, aboli cette unité, et s'est consigné dans les archives. Alors, vous voulez savoir qui a tué 170 jeunes filles âgées de 6 à 12 ans, et certaines de leurs enseignantes? Eh bien, nous le savons maintenant. Sera-t-il tenu pour responsable? Eh bien, le Congrès et d'autres connaissent la vérité. Que vont-ils faire? Tout ce que je peux dire, c'est que nous devons rester humains. Je me souviens être monté à bord du bateau américain pour Gaza juste après qu'un poète palestinien eût écrit un poème disant « Reste humain, reste humain ». Nous avions cette phrase sur certains de nos t-shirts en montant sur ce bateau. Nous ne sommes jamais allés très loin. Mais rester humain, c'est mon espoir, ce que je peux faire pour moi-même et pour les autres. Et peut-être que cela nous aiderait, malgré la douleur, à rester humain. Si je lisais ce poème, est-ce que ce serait acceptable? Yeah. Oui, vas-y. The poem is by my friend Avide. Le poème est de mon ami Avide, et il s'intitule « In Memoriam ». « In Memoriam pour les 12 petites filles de Minab ». Voici le poème. Quels étaient vos rêves? Quelles étaient vos espérances, 12 petites filles de Minab? Deviez-vous être les nouvelles fleurs des tulipes ou des jonquilles, 12 petites filles de Minab? Jeûniez-vous, affamées, assoiffées, 12 petites filles de Minab, quand le Tomahawk vous a réduites en miettes, puis brûlées en cendres, sans laisser la moindre trace de vous, mes anges, mes belles, 12 petites filles de Minab. Dites-moi, qui a le cœur? Qui a tant de haine dans le cœur pour réduire en cendres les 12 petites filles de Minab, avec des espoirs et des rêves comme des tulipes et des jonquilles, se balançant sous le dôme bleu du ciel, espérant et attendant innocemment l'arrivée d'un nouveau printemps. Innocently hoping and waiting for a new spring to arrive. Tell me, who has so much hatred Dites-moi, in their qui a hearts? autant de haine dans le cœur? Eh bien, je pense que les gens qui nous regardent ce matin n'ont pas ce genre de haine. Je pense que nous avons une ressource particulière qu'on appelle l'amour. Et il n'est pas trop tard pour aimer ces petites filles adorables de Minab et pour montrer que nous voulons empêcher que d'autres petites filles adorables ailleurs en Iran soient tuées par des missiles Tomahawk, puis incinérées par des capacités thermobariques de suivi. Alors, merci de m'avoir permis de lire ce poème. Merci à Avide. C'est la première fois. Il a été écrit il y a seulement quelques jours, donc c'est peut-être la première lecture. Mais je pense que nous devons rester humains. Et je pense que la meilleure façon d'y parvenir est de réfléchir. Sommes-nous ce genre de personnes? Avons-nous autant de haine dans le cœur? Thank you. Merci. So much, Merci Ray. beaucoup, Ray, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. As always. Je t'en prie, continue ton excellent travail. Bien dit.